Oui, oui, on vous reçoit, vous pouvez commencer. D'accord, donc merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Donc moi, je m'appelle Dr Djibi Sow, je suis pharmacien de formation. Je suis également en formation au master de parasitologie, biologie et contrôle des parasites. Je suis également dans le domaine de la biologie moléculaire en tant que chercheur. Je travaille actuellement au niveau de la faculté de médecine de l'Université Anta Diop de Dakar, au niveau du Centre international de recherche en génomique appliquée et de surveillance sanitaire. C'est un honneur pour nous de venir faire une présentation au nom de cette association qui est l'association des étudiants étrangers en médecine de Fès, donc que nous connaissons pour avoir fréquenté cette faculté. Donc aujourd'hui, nous allons intervenir à propos d'une thématique qui nous a été partagée, à savoir l'épidémie du paludisme en Afrique subsaharienne. Donc pour faciliter la présentation, nous allons adopter le plan suivant qui est divisé en deux parties. Donc comme je vois que le temps est assez serré, on va essayer d'aller très rapidement. Donc pour la première partie, c'est de voir d'abord des rappels qui sont en rapport avec le paludisme. En seconde partie, essayer de voir l'épidémie du paludisme en tant que tel, son impact au niveau de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, en guise de rappel, ce que nous pouvons dire, c'est d'abord essayer de donner une définition au paludisme. Donc, le paludisme est une parasitose due au développement dans les hémarties d'un protozoaire. Ce protozoaire-là, il est appelé Plasmodium, donc le genre Plasmodium. Il existe plusieurs espèces de Plasmodium, notamment ceux qui ont plus d'intérêt au niveau médical de la médecine humaine. Ce sont ce qu'on appelle le Plasmodium vivax, le Plasmodium malare, le Plasmodium ovale, le Plasmodium knowlesi et le Plasmodium falciparum. Avec le Plasmodium falciparum, vous avez vu qu'on a mis 2+. C'est pour mettre en exergue le fait que c'est à la fois l'espèce qui est la plus prévalente, mais également la plus virulente en Afrique subsaharienne. Dans son rapport de 2021, l'OMS indique que 3,3 milliards de personnes étaient en risque du paludisme, dont 241 millions de cas de palud ont été enregistrés, avec un nombre de décès qui était de 627 000 décès. Et ce qui est surprenant ici, c'est de voir que les enfants de moins de 5 ans représentent 77% de ce taux-là de mortalité. Donc, comparé à l'année dernière où ils étaient à 67%, donc on a une augmentation nette de 10%. Ainsi, on peut dire aisément que le paludisme est un problème majeur de santé publique. Pourquoi étudier cette maladie? Donc, on essaie de voir ici l'intérêt de voir et de s'orienter vers cette pathologie-là. D'abord, c'est la première maladie parasitaire au monde, et on précise bien parasitaire au monde. Donc, c'est la première maladie parasitaire au monde qui fait surtout de la prévalence, mais également de la mortalité et de la morbidité qui sont induits à cette maladie. L'autre aspect aussi, c'est un impact socio-économique qui est important et nous allons le voir dans la suite de la présentation. C'est l'une aussi des maladies qui ont plus de programmes de lutte. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui s'orientent vers la lutte contre ces pathologies-là, notamment au niveau national des pays subsahariens. Il y a ce qu'on appelle les programmes nationaux de lutte qui sont uniquement des programmes orientés vers l'élimination de la maladie. Il y a également les interventions de l'Organisation mondiale de la santé, également des initiatives comme le RBM, le Rollback Malaria, le Fonds mondial. Il y a également des agences américaines comme le USAID, également le CDC Atlanta, le Centre de contrôle des maladies. Le PMI également, c'est un fonds mondial d'initiative par rapport au malaria. L'autre intérêt également, c'est l'intérêt médical. Aujourd'hui, malgré que la prévalence soit élevée, nous avons des outils qui sont plus ou moins efficaces, notamment les tests de diagnostic rapide et également les CTA. L'autre urgence, c'est de voir comment lutter en utilisant ces moyens, d'autant plus qu'actuellement, nous sommes en face de ce qu'on appelle la sémiorésistance.
On peut donner comme exemple d'intérêt au niveau seulement du Sénégal où nous sommes basés. Il y a plusieurs stratégies actuellement qui sont en train d'être utilisées, notamment ici quelques, ce qu'on appelle les TPI, les CTA, combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, ou bien les TDR, tests diagnostiques rapides, mais également la sémio-prévention saisonnière qui est également utilisée pour lutter contre cette pathologie. Maintenant, par rapport à l'historique, on peut se retarder avec deux diapositives. D'abord, c'est de dire que c'est une maladie qui est là depuis l'origine de l'humanité, parce que dans l'histoire, ça a été prouvé également aujourd'hui avec les moyens techniques qui sont disponibles dans le panoplie médical, qui permettent aujourd'hui, grâce à des stratégies de lutte, de pouvoir connaître les personnes dont on a découvert le reste, notamment le 11e pharaon d'Égypte, le Toutankhamon. Donc, on a découvert dans son ADN, dans ses restes, qu'il avait de l'ADN du plasmodium. Donc, ça veut dire que cette maladie a existé il y a moins de 15 000 ans avant notre ère. Donc, également, il y a ce qu'on appelle le paludisme, dont l'origine est du mot palu. Donc, le mot palu est un mot français, mais de l'ancienne école. Aujourd'hui, le mot est abandonné. Donc, pali veut dire marais. Donc, le paludisme était connu anciennement, avant qu'on sache quels sont les mécanismes, comme étant une fièvre des marais. L'autre aspect également, c'est le mot malaria, qui est parfois assimilé au paludisme, notamment avec l'anglais. Le malaria veut dire en italien mauvais air. Donc, c'était une pathologie qui était retrouvée auprès des marais, mais également auprès des zones où il y avait une hygiène qui était un peu moindre. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, avant même d'arriver en Afrique subsaharienne, nous avions également cette pathologie-là, qui est le paludisme, qui était endémique en Europe et faisait beaucoup de ravages. Par rapport également à l'évolution historique de cette pathologie-là, nous pouvons dire qu'en 1630 déjà, on avait ce qu'on appelle un Espagnol qui a fait la découverte du quinquina. Donc, il a trouvé le quinquina qui était déjà utilisé par la médecine ancienne. Donc, dès le début du 19e siècle, deux pharmaciens, Pelletier et Caventou, ils ont isolé aujourd'hui la première molécule active qu'on a utilisée pour lutter contre cette pathologie, c'est la quinine. Vous connaissez très bien probablement la quinine avec son goût amer. Donc, en 1880 également, il y a le scientifique Lavran qui a découvert les hématozoaires du paludisme en regardant à la microscopie. Il a pu voir à l'intérieur des globules rouges qu'il y avait un parasite. Ce parasite-là était les trophozoïdes de Plasmodium falciparum. Donc, ainsi, on peut continuer à donner des éléments historiques, notamment avec la mise en place de ce qu'on appelle l'artémisinine. L'artémisinine, aujourd'hui, c'est l'élément essentiel dans les CTA qui a été isolé de ce qu'on appelle une plante ancienne qui a été retrouvée en Chine, notamment le Qingong. La chloroquine également et ses dérivés dès les années 1940 ont été utilisés. L'OMS également a lancé dès 1955, avec toutes ces armes-là que je viens de citer, des programmes d'éradication du paludisme. Donc, quelques années après, une cinquantaine d'années après, on a vu dès les années 2000 qu'il y avait des résistances qui étaient notées par rapport aux ACT. Maintenant, on va voir l'épidémiologie de cette pathologie-là. Donc, pour l'épidémiologie, ce qui est important d'abord à voir, c'est de voir la répartition géographique de cette pathologie, notamment la cartographie. Donc, comme vous le voyez au niveau de l'écran, la répartition du paludisme est bien au niveau de l'équateur. Donc, c'est des zones où le développement de la maladie est favorable, où nous le retrouvons très souvent. Et là, au niveau de l'Afrique subsaharienne, donc, on voit nettement que c'est quasiment tous les pays qui sont au sud du Sahara qui sont atteints par cette maladie-là. Toujours par rapport à la répartition géographique, et là, nous allons nous accentuer un peu sur les cas. Donc, 29 pays dans le monde
eux, ils concentrent 96% des cas de paludisme. Et ce qui est à noter également, c'est 6 d'entre eux ont enregistré à eux seuls 55% des cas. Et c'est quel pays? C'est des pays qui sont au niveau de l'Afrique subsaharienne, notamment le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la Mozambique, également l'Angola et le Burkina Faso. Maintenant, pour le Nigeria et la République démocratique du Congo, comme vous le voyez, ils ont les pays où la prévalence du paludisme est plus élevée. Et ce qui est également alarmant et à noter, c'est qu'en Afrique subsaharienne, 92% des cas sont enregistrés, mais également 93% des décès sont dus au paludisme. Ici, nous avons une figure qui nous montre l'estimation de la proportion de décès liés au paludisme et nous voyons nettement que la diapositive précédente vient de se confirmer également au nombre de décès avec une prévalence de décès qui est plus élevée dans les pays tels que Nigeria, la RDC, le Burkina, etc. Donc là, on peut nettement dire que l'Afrique subsaharienne, il est très touché par cette épidémie. Maintenant, pour aller dans les éléments épidémiologiques, il est important et essentiel de comprendre c'est quoi le paludisme, notamment comprendre le pathogène qui est responsable. L'agent pathogène ici, c'est ce qu'on appelle un plasmodium qui est intracellulaire. Donc, il se trouve obligatoirement à l'intérieur d'une cellule. Quel type de cellule? Mais des cellules de globules rouges. Comme vous le voyez au niveau de cette cellule-là, la cellule que nous avons ici, c'est une globule rouge. Et à l'intérieur de cette globule rouge, il y a ce qu'on appelle un trophozoïde. Donc, ce trophozoïde-là, il est caractéristique du paludisme. Donc, au niveau des personnes qui sont infectées, quand on observe à la microscopie leur sang, c'est ça qu'on va retrouver. Donc, c'est un parasite qui est dit sain, c'est-à-dire qu'il va se retrouver ces deux autres. L'hôte intermédiaire qui est l'homme et l'anophèle qui est l'hôte définitif. Plusieurs formes sont observées au cours du paludisme parce que nous l'avons dit dans l'introduction, il y a plusieurs types d'espèces qui existent, notamment le Plasmodium falciparum, le Plasmodium vivax, ovale, malarié et knowlesi. Donc là, ils apparaissent à des formes variées selon leur maturation, c'est-à-dire là, nous avons des trophozoïdes qui sont jeunes, là, nous avons des trophozoïdes qui sont âgés. Donc à la microscopie, si on les voit, ils vont apparaître à des formes différentes également au niveau des gaménocytes également. Et il y a des colorations spécifiques à chaque type de parasite avec des pigments ou bien des granulations. Donc, on ne va pas retarder sur ça parce que c'était juste des éléments d'information. Maintenant, nous allons voir le cycle évolutif. Parce que le cycle évolutif, il est important quand on veut mettre en place des stratégies de lutte contre le paludisme. Donc, il y a différentes étapes dans le type évolutif et on va commencer d'abord sur le fait que le moustique qui va venir ici être en contact avec l'homme pour se nourrir lors d'un repas de sang. Donc, ce moustique-là, s'il est un anophèle femelle et il a ce qu'on appelle les parasites responsables du paludisme, il va l'insérer à l'homme. L'homme sain, donc les parasites vont aller directement au niveau du foie et vont attaquer les hépatocytes. Les hépatocytes, les cellules au niveau du foie. Donc cette phase-là, c'est ce qu'on appelle le cycle exo-hérocytaire ou bien phase qui se déroule en dehors du sang. Donc là, c'est ce qu'on appelle les cellules hépatocytes sont infectées. Il y a un développement de ces cellules-là qui vont se transformer en cysontes, puis il y a une rupture nette des cysontes et la libération des trophozoïdes. Donc les trophozoïdes vont aller infecter des globules rouges. Donc, s'ils infectent les globules rouges, là, on entre dans le cycle qui est sanguin ou bien érythrocytaire. Donc, ce cycle-là, il y a une évolution des trophozoïdes immatures qui vont aller, qui sont là en anneau, qui vont aller se développer en deux formes, soit la forme asexuée, ce qu'on appelle les cysontes qui va évoluer, ou bien les formes sexuées, les gamétocytes. Donc, ce qui va aller jusqu'à donner une différenciation en type de parasite. Donc, si notre moustique vient piquer cet individu-là qui a ces parasites-là dans son sang, il va les récupérer et la maturation va se faire au niveau de l'intestin, donc ce qu'on appelle le cycle sporogonique.
par rapport au mode de contamination, ça, très souvent, c'est fait par inoculation du parasite par l'anophèle femelle, mais également un passage au niveau de la barrière hématopracétaire entre mère et l'enfant, mais également en cas de transfusion sanguine d'une personne qui est détenteur du parasite. Maintenant, par rapport à la clinique également, ce qu'il faut savoir, et on va aller très en résumé parce que ce n'est pas l'essentiel de la présentation. D'abord, c'est des pathologies qui ont une période d'incubation qui est entre 1 à 2 semaines, donc de 7 à 12 jours, et qui est cliniquement mieux. Donc, il peut évoluer. Quand vous avez le parasite, il va évoluer dans le sang sans pour autant donner des manifestations cliniques. Donc, il y a différents types de manifestations cliniques que nous pouvons avoir. Donc, c'est les cas de paludisme. Par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'accès paludisme simple, l'accès pernicieux, le paludisme viscéral évolutif, les fièvres bilieuses hémoglobininiques, avec des tableaux cliniques qui peuvent évoluer très rapidement vers le paludisme grave. Là, par exemple, vous pouvez avoir un paludisme simple. Si vous ne traitez pas d'une manière très efficace, vous pouvez avoir cet individu-là qui va évoluer très rapidement. Le vecteur du paludisme également, c'est-à-dire l'insecte qui va venir transmettre le parasite d'un homme infecté à un autre qui est sain. Donc, il s'appelle l'anophèle. L'anophèle femelle, plus précisément, il va infecter les cibles qui sont les individus, les hommes. Donc, il existe plusieurs types de moustiques qui sont impliqués, notamment la famille des moustiques des Felicidés, qui est la sous-famille des Anophelidés, qui sont des diptères. Donc, ici, comme au niveau de cette figure, qui ont 2 ailes, avec la femelle qui est hématophage, donc qui va se nourrir de sang. Il existe plusieurs types d'espèces, plus de 380. Mais ceux qui vont transmettre le paludisme sont environ 60 et les plus remarqués en Afrique subsaharienne sont le Anophèle, le Gambien C, le Phoenistis, l'Arabian 6, qui sont les plus remarqués. Maintenant, quelques mots par rapport à la prise en charge du paludisme. D'abord, l'aspect diagnostique. Pour la lutte contre le paludisme, il est important d'utiliser des éléments de diagnostic. Pourquoi? Parce que le paludisme est une urgence vitale. C'est ainsi que plusieurs méthodes de diagnostic sont développées, notamment la microscopie. La microscopie, c'est la méthode de référence de l'OMS qui est utilisée comme méthode de référence et de confirmation du paludisme. Cette méthode va se baser sur 2 techniques. D'abord, ce qu'on appelle le frottis sanguin ou frottis-messe et la goutte épaisse. Donc, le frottis-messe et la goutte épaisse sont des techniques qui sont complémentaires, qui permettent de diagnostiquer d'une manière efficace le paludisme. Au-delà de cet aspect également, il y a des méthodes de biologie moléculaire. C'est ce qu'on appelle les méthodes moléculaires qui vont aller chercher l'ADN parasitaire au niveau des prélèvements. Donc, ils vont prendre le sang d'une personne qui est suspectée infectée. On va aller au laboratoire et on va le diagnostiquer. Il y a également la sérologie, donc la sérologie qui est utilisée, la sérologie, on recherche soit des anticorps ou bien des antigènes, notamment l'utilisation des tests de diagnostic rapide. Donc, vous les connaissez très bien, ces TDR-là, qui facilitent aujourd'hui la lutte contre le paludisme. Par rapport à la prise en charge médicale en tant que telle, le traitement est basé sur l'utilisation aujourd'hui d'antipaludins. Ils sont divers et nombreux. Les molécules chimiques qui sont utilisées sont dirigées sur les différentes formes et également sur les stades parasitaires que nous avons. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé recommande d'utiliser des CTA, c'est-à-dire des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine pour traiter les cas de paludisme simple à Plasmodium falciparum. Et pourquoi on parle de Plasmodium falciparum depuis le début? C'est parce que c'est la pathologie la plus prévalente en Afrique subsaharienne. Et les principales molécules sont soit des scissionicides qui vont s'attaquer aux scissions ou bien aux gamétocytes, c'est-à-dire les formes sexuées. Maintenant, quelques mots par rapport à la prévention. La prévention est essentiellement sous 2 aspects. La lutte antivectorielle, c'est-à-dire les vecteurs, tout ce qui est élément pour lutter contre les moustiques, on le fera, donc pas besoin de lister. Également la protection de l'homme sain. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle la symioprophylaxie, c'est-à-dire une prévention par des méthodes chimiques, notamment l'utilisation de médicaments, mais également des protections mécaniques. Par exemple, on doit utiliser tous les moyens qui vont éviter d'être en contact avec
hôtes vecteurs, c'est-à-dire isoler les hommes, éviter d'habiter au niveau des marais, de tout ce qui est source d'eau ou bien de développement des chutes larvaires. Mais également, depuis le 11 octobre 2021, au niveau de l'OMS, ils ont recommandé l'utilisation du vaccin RTS-1, qui est une nouvelle initiative qui a une efficacité plus ou moins bof. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais quand même, juste signaler qu'il y a Dr Mariam Touré qui a travaillé sur ce vaccin et elle est en ligne. Maintenant, nous venons au niveau de notre thématique. D'abord, l'épidémiologie du paludisme en milieu subsaharien, donc qui est la deuxième partie de cette présentation. Donc, on va, comme nous avons dit dans l'introduction, le scinder en deux parties. D'abord, voir les progrès qui sont notés. Et réellement, il y a des progrès qui sont notés. Donc, ce qu'il faut savoir que pour la lutte contre le paludisme, il y a un processus d'élimination. Donc, un processus bien encadré qui va justifier qu'un pays a éliminé le paludisme. Donc, ça va commencer par quoi? Par l'utilisation des moyens de lutte qui sont plus ou moins consolidés quand nous avons une transmission faible ou la prévalence inférieure à 5%. Donc, si on sort de cette phase-là, il y a une première réorganisation, une adaptation du programme qui va te permettre d'entrer en phase de pré-élimination. Si je donne l'exemple du Sénégal que je connais le plus, nous sommes en phase de pré-élimination. Donc, avec cette phase-là, si on passe jusqu'à avoir moins d'un cas sur 1000 personnes à risque par an, là, on transite vers ce qu'on appelle la phase d'élimination. Et la phase d'élimination, encore, il faudra rester 3 ans sans avoir de cas local. C'est-à-dire les cas importés ne sont pas considérés. Donc, si on reste 3 ans sans avoir de cas, on parle là, on a une possibilité d'être certifié par l'OMS. Donc, le dernier pays qui a été certifié récemment, c'est l'Algérie, donc qui a été certifié indemne du paludisme avec d'autres pays comme la Chine également. Là, ce qu'on a sur cette figure-là, la figure 7, c'est la riposte de paludisme, une initiative qu'on appelle le HBHI, donc High Burden to High Impact, c'est-à-dire on essaie de voir, de prendre des initiatives en termes de charges élevées. Donc, s'il y a des charges élevées par rapport soit à la morbidité, soit à la mortalité, on essaie d'apporter des solutions qui sont conséquentes par rapport à cela. Et là, ce qui est important de noter, même si les figures n'apparaissent pas très claires avec vous, ce qui est important, c'est de voir. En bleu, nous avons les taux de morbidité et en rouge, nous avons les taux de décès. Et ce qu'on observe, c'est quoi? Les taux en bleu, c'est les cas et en rouge, c'est les taux de mortalité. Donc, ce qu'on voit, c'est quoi dans tous les types de figures que nous avons ici, c'est-à-dire des différents pays, ici le Burkina, Cameroun, RDC, etc. Ce qu'on observe d'une manière très nette, c'est qu'il y a une nette diminution aussi bien des cas, mais également des cas de décès, avec de temps en temps des rechutes qui sont observées, comme actuellement avec la pandémie à COVID-19, il y a des relâchements qui ont été notés. Donc, d'une manière générale, côté estimation des cas et de la mortalité, il y a une nette diminution. Maintenant, par rapport à la prévention et également à la prise en charge des cas, ce qui a été noté, c'est quoi? Il y a une utilisation de ce qu'on appelle les moustiquaires imprégnés insecticides. Donc, c'est une initiative qui a été développée depuis 2004 et on voit ici dans cette évolution-là que l'utilisation est entre 2017 et 2019 et à son pic, c'est-à-dire il y a une grande utilisation de ces moustiquaires-là qui sont des éléments physiques de lutte contre le paludisme. Mais il y a également une autre initiative qui l'accompagne, ce qu'on appelle les pulvérisations intradomiciliaires d'insecticides à effet rémunérant. Donc, ça permet de lutter contre les moustiques qui sont endogènes. Là, au niveau du tableau qui est à droite, vous voyez le nombre d'enfants qui sont traités par au moins avec une dose de simio-prévention saisonnière. Donc, au niveau des pays endémiques de l'Afrique subsaharienne, il y a ce qu'on appelle les CPS. Donc, une initiative qui permet à chaque pays, à l'approche de la période de haute transmission, c'est-à-dire la période hivernale, de proposer une prophylaxie, simio-prophylaxie en donnant aux enfants de moins de 5 ans, selon le pays, parce qu'il y a des pays qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, on les donne des médicaments pour les protéger contre la transmission. Donc, ça permet de réduire nettement le nombre de cas de paludisme. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de pays qui ont fait des efforts entre 2019 et 2020.
Il y a également ce qui est à noter, entre 2010 et 2020, il y a plus de 3,1 milliards de TDR qui sont vendus. Les TDR sont utilisés à moins de 81% en Afrique subsaharienne. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des initiatives qui ont un fort impact dans la lutte. Mais également, l'utilisation des ACT est très nettement encouragée. Dans cette figure, ce que nous voyons ici, c'est des femmes qui sont enceintes. Donc, les femmes, on essaie d'étudier ici l'évolution de la prise de TPI, c'est-à-dire des traitements préventifs intermittents, c'est la femme enceinte. Donc, on voit également nettement, il y a une évolution. Donc, de 2010 à 2020, il y a une évolution avec une régression en 2019. Et je vous laisserai nettement deviner pourquoi. Toujours par rapport à la prévention et la prise en charge, il y a également des effets encourageants, notamment la phase de pré-élimination. Il y a beaucoup de pays en Afrique subsaharienne qui sont en phase d'élimination, notamment le Sénégal. Il y a également beaucoup d'initiatives qui sont actuellement en cours de réactualisation. Il y avait l'initiative qu'on appelle initiative E20 2020. Donc, E20 2020, ils considéraient qu'il voudrait faire une réduction de paludisme dans 21 pays. Et on a noté entre 2010 et 2020 une réduction nette de 84%. Donc, comme on n'a pas eu les résultats escomptés, l'initiative a été relancée. Donc, l'initiative maintenant va augmenter le nombre de pays allant de 21 à 25. Et aujourd'hui, la date butoir est donnée à l'année butoir est donnée à l'année 2025 pour essayer d'interrompre carrément la transmission en utilisant le projet High Burden to High Impact. Il y a également des investissements dans les programmes de recherche diagnostic. Donc ici à droite, vous le voyez, il y a cette invention-là qui a été faite ici au Sénégal par un fils africain, le professeur Daouda Diaye et son équipe, qui ont mis en place un outil de diagnostic qui s'appelle le Illumizen Malaria, donc qui utilise une technologie de biologie moléculaire, donc qui est aujourd'hui essentiel dans les zones de pré-élimination, car il va permettre de détecter même si l'individu est infecté par un seul parasite. Donc, ça a été découvert par un fils de l'Afrique subsaharienne. Ici, un modèle, c'est-à-dire le modèle du Sénégal, pour vous montrer que les initiatives sont nombreuses et plus ou moins efficaces. Donc ici, en 2001, ou bien entre 2001 et 2005, nous avions qu'au Sénégal, tous les cas de fièvre étaient considérés comme le paludisme. Donc, c'est pourquoi on avait une prévalence très élevée des taux de mortalité et de morbidité. Donc, un bleu taux de morbidité qui était très élevé à valeur de 35%. Et à la suite de l'avènement de ce qu'on appelle les textes de diagnostic rapide et également des ACT, la combinaison de ces initiatives-là a permis de faire chuter nettement ou bien de détecter réellement les cas de paludisme et de les traiter. Il y a également d'autres types d'initiatives, notamment les MILDA, c'est-à-dire des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qui sont utilisés, mais également des initiatives comme des PECADOM, des CU, c'est-à-dire des couvertures maladies universelles, des CPS, simio-prévention saisonnière, etc. Donc, toutes ces initiatives-là réunies ont permis d'amener le Sénégal aujourd'hui à avoir une prévalence qui est environ de 3,87% par rapport à la morbidité et 1,9% par rapport à la mortalité. Maintenant, pour la dernière partie de cette présentation-là, c'est la convergence de différentes menaces en Afrique subsaharienne, pour ne pas parler de limites. Donc, ce qui est important ici à noter, c'est que nous avons d'autres urgences humanitaires qui ont impacté sur la lutte contre le paludisme. Il ne faut pas seulement s'orienter vers la COVID-19. Et là, on parle en dehors du COVID-19. Et ces éléments-là ont été étudiés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, entre 2020 et 2021, près de 122 millions de personnes dans les pays endémiques où il y avait l'endémie à paludisme ont eu en tout cas besoin d'une assistance en urgence.
Et ceci en dehors de la COVID-19. Pourquoi? Parce qu'il y avait soit des flambées de virus Ebola, soit des conflits. Par exemple, je donne l'exemple des coups d'État, des guerres, du terrorisme, etc. Mais également, il y a des pays qui sont victimes d'inondations et ceci va venir impacter sur la lutte contre le paludisme. Il y a également, malgré que nous connaissons qu'il y a cet impact-là qui est là, mais quand même, ils vont venir perturber la lutte contre le paludisme. Il y a également d'autres menaces aujourd'hui dans les pays africains. Il y a la résistance aux médicaments, la propagation des mutations de Plasmodium falciparum. Par rapport à l'apparition de ces résistances-là, au-delà même des médicaments, il y a des moustiques qui viennent et qui continuent de résister à ces insecticides-là. Les insecticides qui sont utilisés contre les moustiques, c'est-à-dire qui sont essentiels dans la lutte antivectorielle, les moustiques deviennent résistants. Donc, c'est alarmant par rapport à la situation. Il y a également l'émergence de vecteurs du paludisme invasif, c'est-à-dire il y a des types de moustiques qui se trouvaient seulement en milieu rural aujourd'hui qu'ils se trouvent en ville et qui viennent propager le paludisme. Il y a la résistance aux ACT qui actuellement est la meilleure solution pour la prise en charge du Plasmodium falciparum. Il y a également des parasites qui sont partiellement résistants par rapport aux composés. Il y a des résistances qui sont notifiées au niveau du Rwanda, Ouganda et également d'autres pays de la Corne de l'Afrique. Par rapport aux insecticides également, aujourd'hui, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action on note une diminution de leur efficacité, mais également des menaces qui sont plus ou moins liées aux vecteurs. Par rapport à ces vecteurs-là également, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette espèce-là de Anopheles stephensi qui est originaire de certains pays des zones de l'Asie et de la péninsule arabique. Mais aujourd'hui, il commence à être détecté en Afrique, notamment en Djibouti depuis 2012. La propagation continue également est observée dans d'autres pays tels que l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, dans les zones rurales où nous passions que le paludisme se limitait seulement au niveau des zones qui sont de plus ou moins éloignées de la ville, mais aujourd'hui, ces types de moustiques-là, ils commencent à transmettre même en zone qui n'était pas à risque. L'autre limite également, c'est par rapport au déficit de financement. Il y a des milliards qui sont investis dans le paludisme, mais également, il y a des limites. Soit ces limites-là sont des manquements pour la lutte, ou bien il y a ce qu'on appelle un déséquilibre dans l'investissement. C'est la mise en œuvre des stratégies qui est manquante. On peut sortir 50 milliards pour lutter contre le paludisme, mais l'investissement n'est pas orienté vers les bons cibles. Il y a également des détournements d'objectifs. Par exemple, les initiatives qui sont amenées ici en Afrique subsaharienne ne sont pas bien orientées, ne sont pas bien utilisées pour lutter contre la pathologie. Il y a également de nouveaux défis, notamment la résistance, l'inefficacité thérapeutique. Il y a également des pandémies comme la COVID-19. Les menaces également, c'est des menaces biologiques. Les menaces biologiques, aujourd'hui, vous savez qu'en Afrique subsaharienne, il y a des zones qui sont endémiques du paludisme, mais qui n'ont pas accès à d'autres moyens de diagnostic tels que la microscopie, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est pourquoi on utilise les éléments comme les tests de diagnostic rapide. L'inefficacité de ces TDR-là est due surtout à, si vous comprenez le système d'évolution, par exemple, ces TDR-là, ils vont aller rechercher des antigènes qui sont spécifiques aux parasites. Donc, si un individu est piqué par un moustique et il lui laisse le parasite, il y a des antigènes qui sont libérés. Donc, ces antigènes-là vont être détectés par les TDR. Maintenant, si au niveau des moustiques, le gène qui donne l'antigène qui est recherché, le gène-là, il est délété. Ou bien il y a des mutations sur ce gène-là. Et je donne l'exemple de ce qu'on appelle le gène ACRP2 ici. Si le gène-là, ACRP2, il d'une protéine 2, s'il est délété, donc la protéine qui devait être synthétisée ne sera pas synthétisée. Donc, si le médecin il va utiliser le TDR pour venir tester un individu, le TDR va sortir négatif, ce qu'on appelle le faux négatif. Donc, c'est un élément essentiel pour lutter contre le paludisme, mais également pour la surveillance. Donc, c'est des menaces biologiques qui sont importantes. Il y a également la résistance des parasites aux antipaludiques. Donc, aujourd'hui, la dernière solution que nous avons, c'est les CTA.
combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. Si cette barrière-là, elle tombe, nous sommes perdus d'avance. Il y a également la résistance des vecteurs avec les insecticides parce que la lutte, elle doit être combinée. On doit lutter contre le parasite, mais également les vecteurs. Mais les vecteurs eux-mêmes commencent à s'habituer à ces éléments. Maintenant, en somme, nous pouvons dire que le paludisme est un vrai frein à l'essor socio-économique de l'Afrique. Dans la présentation, nous avons essayé de le montrer que l'impact sur la mortalité et la morbidité est un impact qui va venir freiner le développement socio-économique de l'Afrique et d'une manière générale de l'Afrique. Maintenant, la mortalité, comme vous le voyez, reste très élevée, malgré que nous avons de nombreux programmes de lutte contre le paludisme, notamment le PMI, il y a le ASBI, le E25, c'est l'initiative 25, etc. Ainsi, il est important que des mesures urgentes soient prises pour prévenir ou ralentir, voire l'élimination définitive de cette pathologie. Ainsi, il est important de se poser la question à savoir, est-ce qu'on doit changer de paradigme et de politique pour lutter contre l'épidémie à paludisme en Afrique subsaharienne? Pourquoi? Parce que cette pathologie-là peut être éliminée. Donc, d'où la question que nous venons de poser. Donc, je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, docteur. Vous avez été bien écouté par tous les auditeurs. Et pour l'information, vous avez été écouté par 44 personnes, même s'il n'y a pas eu de réponse. Sachez que vous avez été effectivement. Voilà. Et on va passer à la séance des questions. Est-ce que vous avez des questions pour le sujet du paludisme en Afrique subsaharienne? Oui, Anna, tu dois venir ici. Des questions? Bon, moi, j'ai une question. Concernant le test que vous avez développé au niveau de vos laboratoires sénégalais, qu'en est-il de son avancement? Parce que personnellement, je ne connais pas ce test-là, donc ça veut dire que c'est peut-être pas encore arrivé dans nos différents pays. Qu'en est-il de son développement et de son acheminement au niveau de nos pays? Ou bien c'est uniquement actuellement, c'est uniquement au Sénégal? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Et je pense que aujourd'hui, la lutte contre le paludisme est fait en différentes phases, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans chaque phase, il y a des outils qui sont utilisés. Par exemple, pour cette invention-là que nous avons faite au Sénégal avec le professeur Daouda, l'Illumisène Malaya, c'est une technique de biologie moléculaire dont la sensibilité est très, très élevée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si un individu a un seul parasite, un à trois parasites dans son organisme, la machine peut le détecter. Donc, pourquoi ce n'est pas utilisé dans certains pays? Donc, dans certains pays, la prévalence est déjà très élevée. Donc, avec les outils basiques que nous avons, comme les TDR, la microscopie, le diagnostic clinique, on peut nettement faire le diagnostic qui est efficace et bien fait par rapport à ça. Donc, cet outil-là existe. Et quand on dit qu'on a créé cet outil, c'est juste une technologie. Mais la technologie, elle est utilisée en Chine, en Algérie, dans les pays qui sont en phase de pré-élimination. Donc, si même vous, votre pays en a besoin, il va surtout attendre que votre pays soit en phase de pré-élimination, c'est-à-dire le nombre de cas soit diminué. Sinon, ce n'est pas important d'investir dans des éléments de diagnostic qui sont un peu coûteux et qui ne vont pas avoir une importance capitale. Mais quand même, cet outil-là est disponible partout dans le monde parce que c'est une technologie seulement. Et les machines sont faites partout à travers le monde, notamment à l'université Harvard de Boston. Merci. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Également, est-ce que vous avez également une idée, à part, par exemple, l'outil Illumini Gène, est-ce qu'il y a d'autres outils qui viennent des universités africaines
particulièrement subsaharienne, à part cette avancée au niveau du Sénégal, est-ce que vous connaissez aussi d'autres outils qui entrent également dans la lutte contre le paludisme, mais qui viennent de l'ingénierie subsaharienne? Voilà, merci beaucoup également pour cette question. Donc, comme vous le savez, comme le paludisme impact sur nos pays, c'est à nous-mêmes de trouver des initiatives. Et également, au-delà du Sénégal, beaucoup de pays, notamment le Mali, la Gambie, ils ont mis en place beaucoup d'initiatives qui permettent de lutter contre cette pathologie. Mais le pays sur lequel je vais me retarder, c'est le Burkina Faso. Au Burkina Faso, eux, ils sont très en avance. Au-delà de mettre en place, sur place des molécules thérapeutiques, ils ont mis en place un système qui permet d'utiliser des mâles qui sont stérilisés. C'est-à-dire, c'est une technique. On utilise des mâles d'anophèles, c'est-à-dire l'anophèle femelle qui est le vecteur, on utilise des mâles qui sont stériles et on les libère dans l'environnement. Une fois qu'on les libère, ça va diminuer la prolifération de l'anophèle femelle. Donc, c'est un moyen de lutte. Et cette technologie-là a été mise en place ici au Burkina Faso. Également en Gambie, il y a un laboratoire américain qui est dirigé par des Gambiens qui a mis en place également des éléments de diagnostic biologique moléculaire qui ne sont pas encore sur le marché. Mais quand même, en Afrique, il y a des avancées majeures par rapport à la lutte contre le paludisme. Il y a également en Congo un médecin, j'ai oublié son nom, il est en train de travailler sur l'efficacité de l'artémisia annua et afra sur la prise en charge du paludisme. Donc, en somme, c'est ça. Juste pour vous dire que les scientifiques de l'Afrique subsaharienne sont en plein combat par rapport au paludisme. D'accord. Merci encore pour la réponse. Face à tous ces détails, je suis sûr que nombreux sont vos petits frères et nos camarades ici qui veulent avancer un peu dans ce chemin-là. Quel conseil vous aimeriez donner à tous ces pharmaciens, à tous ces médecins qui sont en cours de formation et qui peut-être dans le futur vont percer peut-être d'autres avancées encore dans le domaine médical? Quel conseil donnerez-vous? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je pense que votre association s'appelle l'Association des étudiants étrangers en médecine de Fès. Et je pense que également, comme vous l'avez vu dans la présentation, vous êtes des scientifiques, vous êtes des médecins, des pharmaciens. Et vous savez qu'aujourd'hui, si vous partez ailleurs pour étudier, c'est pour acquérir des connaissances et revenir servir notre continent mère ou nos pays. Au-delà de cet aspect-là de la médecine, il faut savoir que nous avons des défis en tant que scientifiques, en tant que médecins. Ces défis-là se résument à essayer de trouver des solutions. Et ces solutions, ce n'est pas des gens qui vont venir nous les donner, c'est à nous-mêmes. Donc, il faut qu'on sache d'abord, en étant étudiant, jeune étudiant en médecine et en pharmacie, quelles sont les problématiques, quels sont les problèmes de nos continents, de nos pays, de notre continent, également de nos pays. Ces problèmes-là, dans le domaine de la santé, et se donner comme objectif d'essayer de lutter contre ces problématiques-là. Notamment, si je donne l'exemple du paludisme, aujourd'hui, le paludisme a besoin d'initiatives. La lutte contre le paludisme a besoin d'initiatives. La lutte contre le paludisme a besoin d'expertise. La lutte contre le paludisme a besoin de mains. Aujourd'hui, en tant que jeunes qui sont en deuxième, troisième, quatrième année de médecine ou bien de pharmacie, c'est le moment de s'orienter vers les objectifs réels de notre continent, les défis réels de notre continent. C'est de voir comment lutter contre les pathologies qui ne cessent de diminuer le nombre de populations. Au niveau de l'introduction, j'ai bien dit que la mortalité était d'environ 627 000 personnes. Et les enfants de moins de 5 ans, réfléchissez bien sur ce terme-là, enfants moins de 5 ans, ils représentent 77%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une seule maladie, qui est le paludisme, tue 77% de ces 627 000 personnes. Donc, près de 450 000 personnes, ils meurent à cause de cette pathologie-là, dont il y a un traitement, dont il y a des éléments de diagnostic. Donc, orientons-nous vers l'essentiel, c'est-à-dire la recherche de solutions. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire et je vous encourage à bien continuer d'aller en avant.
Merci encore pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste encore une question. Bon, une dernière question. Merci, docteur, pour votre présentation. Et j'ai deux questions. La première, certainement, vous l'avez dit, peut-être un peu rapidement, je n'ai pas bien perçu. Et dans des pays comme le Sénégal ou au Bénin, dont je viens, il y a plusieurs formes de paludisme, mais tout le monde a certainement fait une fois le paludisme comme maladie. Quelle est aujourd'hui la technique pour le diagnostic de certitude parfois, parce qu'il a des défauts négatifs, comme vous le dites, vous l'avez dit. Et il y a aussi parfois la goutte épaisse qui est positive chez une majeure partie de la population, parce que ces gens ont fait déjà une fois le paludisme. Et ma deuxième question, j'aimerais savoir si vous êtes au courant de Apipalu. C'est un traitement qui a été développé au Bénin et un sirop qui traite le paludisme, surtout dans ses phases initiales. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez? En fait, quel est le pilier pour éradiquer totalement le paludisme dans les pays subsahariens? Merci. Donc, trois questions ont été posées. Trois questions ont été posées. Voilà. Pour la première question, c'est... Oui, j'ai noté, ne vous inquiétez pas, j'ai noté. D'accord. D'accord. Bon, merci beaucoup encore pour ces questions qui sont essentielles et importantes. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est par rapport à l'Apipalu. J'ai oublié de le dire, hein, j'ai fait le Bénin. Et le Bénin également, c'est un pays qui est en tout cas une référence pour la science, la technologie en Afrique, en même temps que le Burkina et le Mali. Donc, en Afrique, en tout cas, nous avons des pays, dans quasiment tous les pays qui sont endémiques du palu, il y a beaucoup d'initiatives. Si je me rappelle, même au Mali, il y a des solutions telles que le Balambo sirop, même si ce n'est pas utilisé spécifiquement pour le paludisme, mais il y a beaucoup de médicaments traditionnels améliorés qui sont mis en place. Au Bénin également, il y a des initiatives technologiques comme l'Apipalu, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas carrément eu à lire de documents ou bien de papiers là-dessus, mais quand même, je vais aller également vers cette orientation-là. Mais je sais très bien que le Bénin, il exerce en tout cas la médecine humaine d'une manière exceptionnelle. Maintenant, par rapport à la deuxième question, par rapport à la méthode de référence. La méthode de référence pour le diagnostic du paludisme, c'est la microscopie. C'est-à-dire, vous prenez un prélèvement de sang, vous le mettez sur lame et lamelle, vous faites la goutte épaisse et le frottis sanguin. Vous faites la coloration, après vous faites la lecture. Ça, c'est la méthode de référence. Maintenant, notre problème en Afrique, c'est quoi? Il y a des zones, même en ville, où il n'y a pas un accès à l'électricité. Et le paludisme est plus prévalent dans des zones rurales. Donc, il y a des zones, par exemple, à 200 km du capital, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Ce sera difficile d'utiliser la microscopie, parce que pour l'instant, il n'y a pas de microscopie qui utilise d'autres moyens à part l'électricité. Donc, cette méthode de référence-là ne peut pas être utilisée partout. C'est pourquoi on a trouvé des solutions alternatives, qui est le test de diagnostic rapide, les TDR. Mais le problème avec les TDR, c'est quoi? On peut faire un test de diagnostic rapide à quelqu'un. Même si la densité parasitaire est trop élevée, le TDR peut apparaître comme étant négatif. Si la densité parasitaire est trop faible, vous pouvez avoir également un TDR qui est négatif. Vice-versa. Donc, juste pour vous dire que les tests de diagnostic rapide sont efficaces, mais ils ont beaucoup de limites. Mais quand même, à l'impossible, nul n'est tenu, c'est pourquoi on les utilise. Mais quand même, la méthode de référence, c'est la microscopie. Les TDR sont des méthodes alternatives, mais ils ont beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on essaie de trouver des alternatives. Maintenant, pour votre dernière question, je pense que c'est par rapport aux piliers. C'est-à-dire, quand on veut lutter contre le paludisme, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place? Où est-ce qu'on doit s'orienter? Au niveau du cycle évolutif de la présentation, j'ai essayé de vous montrer qu'il y a l'intervention de deux éléments. Il y a l'intervention de l'environnement, il y a l'intervention également de l'homme et du vecteur.
Donc, il faut lutter contre d'abord le vecteur au niveau de l'environnement, essayer d'éradiquer ce vecteur-là. Et l'autre aspect également, essayer de protéger l'homme en essayant de se débarrasser de tout ce qui est juste larvaire de ces parasites-là. Donc, il faut tout faire pour lutter, rompre ce cycle évolutif-là. Si on rompt ce cycle évolutif-là, on va aller de l'avant. L'autre aspect également, c'est savoir en médecine, on doit investir de la même manière qu'on investit pour construire sa maison. Pour pouvoir découvrir des solutions, il faut planter des milliards. C'est uniquement ça. Il faut qu'au niveau de nos pays, de la même manière qu'on prend l'argent pour construire des stades, qu'on prenne cet argent-là pour venir investir au niveau des universités et des facultés de médecine pour former des médecins et des pharmaciens qui sont aptes à faire des recherches et de faire des découvertes et des solutions qui peuvent nous amener de l'avant. Mais la stratégie ne peut pas être des conférences, des séminaires, des colloques de discussion, etc. Mais quand on finit de faire des colloques de discussion ou bien des discussions à l'OMS, on doit descendre sur le terrain, essayer également de lutter. Le dernier aspect par rapport à ça, la meilleure solution et la solution qui a donné plus de résultats, c'est l'approche communautaire. L'approche communautaire veut dire quoi? Veut dire on va aller au niveau de la population qui est impactée. On va les former, on va les sensibiliser, on va les équiper. Au Sénégal et à travers le monde, on utilise ce qu'on appelle les DSDOM, c'est-à-dire des dispensateurs de soins à domicile. Ces gens-là, ils sont avec des TER. Quand ils font des rondes, ils voient qu'une personne a de la fièvre dans des zones endémiques, ils font le test. Si c'est positif, on vous donne le traitement. Mais il faut les former et également les accompagner financièrement et avec de l'équipement. Donc, c'est ça que j'avais comme élément de réponse. Merci beaucoup. Allô? Allô? Voilà, merci encore, merci. Voilà, donc le but de cette conférence était de parler de sujets qui nous concernent, nous, en tant qu'étudiants subsahariens pour la plupart, parce que si c'était des cours, le cours de paludisme est fait au niveau de la faculté, au niveau du programme, le cours de VIH est fait au niveau du programme, le cours sur les épidémies est fait au niveau du programme. Est-ce que ces cours-là sont vraiment adaptés à nos situations locales, au niveau de nos pays et tout? Donc, c'était comme, en quelque sorte, un atelier et une certaine séance de formation sur la situation dans nos pays. Et je suis sûr que de la manière dont vous êtes rentré dans cette salle, au moins vous en ressortirez avec au moins quelques points forts que vous avez retenus. J'espère que cette conférence vous a été vraiment très utile, que ce soit pour les étudiants en médecine et même pour les étudiants qui sont hors de la fac. Nous vous remercions également pour votre présence. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons vraiment que la conférence vous a plu. Nous remercions également une dernière fois Dr. Djibi Sow pour sa présence. Il est là depuis aux environs de 14h-15h. Il a attendu jusqu'à la fin. Il devait passer en deuxième position, mais il a attendu jusqu'à la fin. Et nous le remercions énormément pour ce travail-là. Voilà. Et j'aimerais lancer également une information. Demain, c'est l'apothéose. Demain, ce sera la dernière journée de cette semaine. Nous vous invitons tous ici présents pour la fête, pour les 15 ans de l'AETM. Ça sera une très belle fête. Beaucoup de choses ont été prévues pour vous, que ce soit des prestations et autres. Nous espérons vraiment que vous allez apprécier et nous comptons sur votre présence. Merci encore et bonne soirée à vous. Sur ce, je mets fin à la conférence, mais une minute. Je ne sais pas si Dr. Djibi Sow a un dernier mot avant de clôturer tout ça. Bon, juste vous encourager, vous remercier également Djibrine qui est un ami, un collègue, et vous encourager également à continuer à aller de l'avant, vous dire que l'Afrique, nos pays, vous ont envoyé en mission. Il faut faire votre mission et revenir combattre. Donc, combattre contre tout ce qui est pathologie, contre tout ce qui est maladie, pour soulager la population africaine. Donc, bon courage et bonne continuation à tous. À nous revoir en tant que docteur. Merci. Merci à vous. Bonsoir à vous et bonsoir.